je vais vous résumer ce livre. Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Et qu'est-ce qu'on peut lire en première révélation au dos de ce livre? Votre cerveau crée une douleur physique pour vous détourner d'une colère refoulée après un traumatisme de l'enfance ou un stress. Conflit au travail, pression familiale, problèmes financiers, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce livre qui date de 2015 et qui fait 256 pages et dont nous allons voir la table des matières. On va déjà voir les ressorts psychologiques et physiologiques des douleurs, voir comment on peut passer du conscient à l'inconscient, et on va pouvoir rentrer dans plus de détails dans le chapitre 2 sur les interactions entre le corps et l'esprit, pour aboutir au syndrome de tension musculaire, dit autrement STM, puisque c'est ça dont il s'agit dans ce livre. Et on verra dans cette deuxième partie tout un tas de pathologies potentielles qui peuvent être concernées par ce fonctionnement. La liste est très longue, j'en aborderai qu'une petite partie. Et troisième partie, comment traiter les troubles psychosomatiques, avec un programme centré sur le pouvoir de la connaissance. Son auteur, le professeur John Sarno, est professeur de médecine orthopédique et de rééducation à l'université de New York. Bien sûr, nous avons un avertissement au lecteur. Ce qui suit est une description de son expérience clinique et de la théorie qui en découle. Personne ne devrait affirmer que ses propres symptômes sont d'origine psychologique tant qu'un médecin n'a pas exclu la possibilité d'une maladie sérieuse. Et dans son expérience, ce professeur a rapidement constaté que beaucoup de douleurs pouvaient provenir d'un syndrome de tension musculaire, et son hypothèse a été rapidement que quelque chose dans le cerveau, une émotion, un trouble psychologique, etc., activait les centres autonomes du cerveau qui, à leur tour, activaient des zones à distance du cerveau, et en quelques millisecondes, la circulation sanguine pouvait diminuer dans les régions concernées. Ces tissus manquaient d'oxygène, ce qui probablement était la raison des symptômes. Il nous dit que ça a été confirmé par des découvertes de chercheurs allemands en 1975 qui ont mis en évidence un léger manque d'oxygène dans les cellules musculaires de patients souffrant du dos. Il y a eu aussi d'autres études publiées dans des revues médicales avec une équipe de rhumatologues suédois dans les années 80 qui arrivaient aux mêmes conclusions. Mais alors, qu'ont donc de terribles ces émotions pour conduire le cerveau à infliger une douleur physique sévère et des symptômes neurologiques alarmants? Eh bien, on va commencer à voir ça en première partie avec les ressorts psychologiques et physiologiques des douleurs. Et dans le chapitre 1, on parle du conscient à l'inconscient. Un des messages fondamentaux de ce livre, c'est que nous subissons tous des tensions générées par des émotions réprimées, qui entraînent des symptômes physiques douloureux. Dans l'inconscient, nous ne contrôlons rien. Or, comme les émotions refoulées sont menaçantes et effrayantes, le cerveau provoque automatiquement des symptômes physiques afin de les empêcher de se manifester, de devenir conscientes. On va parler un peu de la psyché, en se rappelant de Freud qui disait que l'esprit émotionnel comporte 3 composantes, le parent, l'adulte et l'enfant. Le parent est cette partie de l'esprit qui nous dit ce qui est bien ou mal, comment nous devons nous comporter et agir d'un point de vue éthique et moral. Ce parent siège dans l'esprit conscient, tout comme dans celui inconscient, et joue un rôle crucial dans les troubles physiques psychogènes. Le parent nous rend perfectionnistes et vertueux. Vient ensuite l'adulte, il œuvre lui aussi dans le conscient et dans l'inconscient. C'est le médiateur, c'est le capitaine du navire, un leader. L'adulte inconscient peut réagir automatiquement à certaines situations. Ses décisions ne sont donc pas toujours logiques et rationnelles. Enfin, il y a l'enfant, cette partie de l'esprit dont nous n'avons pas connaissance, mais qui joue un rôle essentiel dans nos vies. Et bien évidemment, il est parfaitement inconscient. Il recherche le plaisir, est entièrement tourné vers lui-même, mais contrairement à un enfant réel, il est perpétuellement en colère. Et bien sûr, il est en conflit permanent avec le parent, et à partir de là, on aboutit à cette pression et cette rage dans l'inconscient. La rage, donc, c'est une émotion un cran au-dessus de la colère, et elle a 4 sources potentielles dans l'inconscient. Déjà celle qui provient de l'enfance, que ce soit une colère, une douleur émotionnelle, de la tristesse, et qui n'a jamais disparu, ou encore celle qui résulte d'une pression que l'on s'impose à soi-même, comme chez une personne déterminée, perfectionniste ou vertueuse. En troisième, nous avons celle en réaction des pressions réelles de la vie quotidienne, et enfin la culpabilité, la honte, la peur, l'insécurité, voire la vulnérabilité. On notera bien que la colère ne s'accumule pas uniquement durant l'enfance, mais tout au long de notre vie. Après, il souligne 4 points fondamentaux.
Les émotions générées durant l'enfance demeurent en permanence dans l'inconscient, et elles peuvent être responsables de symptômes psychologiques et physiques tout au long de la vie. Ensuite, des émotions puissantes, douloureuses, embarrassantes et menaçantes comme la rage, le chagrin et la honte sont refoulées dans l'inconscient. Troisième point, les émotions réprimées cherchent constamment à faire surface dans la conscience, à s'échapper de l'inconscient pour se manifester consciemment. Et donc, le but des symptômes physiques ou psychiques est d'empêcher des émotions refoulées de devenir conscientes, en détournant l'attention du domaine des émotions vers celui du physique. C'est une stratégie d'évitement. Or, une colère inhibée ou supprimée consciemment contribue au réservoir de rage dans l'inconscient. La menace d'une explosion de la rage dans la conscience doit être d'une magnitude suffisante pour justifier l'apparition d'un STM ou d'un de ses équivalents. Et on se rappelle que l'inconscient est souvent illogique et irrationnel. Il peut réagir de manière automatique lorsqu'il est confronté à des émotions perturbantes. Alors quelles sont les sources potentielles de cette rage ? Déjà, un traumatisme dans la petite enfance et dans l'enfance, à travers des expériences malheureuses, mais par exemple aussi des règles strictes telles que les enfants doivent se taire et ne pas se faire remarquer, ou un garçon, une fille bien élevée n'a jamais accès à la colère, etc. Cela renvoie aussi à ma vidéo précédente sur cessez d'être gentil, soyez vrai, où on décrit aussi ce genre de fonctionnement. Des traits de personnalité peuvent aussi être cause de certaines formes de rage, avec par exemple le manque d'estime de soi. Dans les traits de personnalité, on aura aussi le perfectionnisme, avec ce besoin impérieux de démontrer à soi-même et au monde que l'on vaut quelque chose. Ça, c'est la pression du parent sur l'enfant résiduel et qui nous rend furieux. Dans les traits de personnalité, nous avons aussi la volonté d'être à tout prix une bonne personne. Et celles-ci devront coûte que coûte rendre service en sacrifiant souvent leurs propres besoins. À ça peut s'y ajouter la colère inconsciente de ne pas être pleinement apprécié pour nos efforts. Nous avons aussi tout ce qui est hostilité et agressivité, qui serait la manière dont se manifeste une rage refoulée et une colère supprimée. Nous avons aussi la culpabilité, qui est une autre réaction qui résulte du parent, une autre pression que l'on s'impose et qui contribue à la masse critique de la rage. Il y a aussi la dépendance, le désir que l'on prenne soin de nous provient de notre enfance, mais comme nous ne jugeons pas cette demande appropriée à un comportement adulte, souvent nous la réprimons. Pourtant, nous restons inconsciemment dépendants, et cela peut aboutir à une colère inconsciente, car le besoin d'attention ou de soins n'est jamais satisfait, et paradoxalement, nous pouvons éprouver une colère inconsciente envers une ou des personnes dont nous dépendons. Un petit regard sur le monde qui nous entoure, on se dit que le soi a horreur de la pression, qu'elle nous soit imposée par le parent ou qu'elle résulte des réalités de notre vie de tous les jours. Dans les années 70, un psychiatre new-yorkais a étudié le rôle d'événements facteurs de stress dans la cause naturelle de nombreuses maladies. Et il a établi une liste des événements. Donc voilà tous ces événements, j'ai mis juste les 10 premiers, avec la plupart qui sont négatifs, mais certains qui devraient être positifs. Et donc tous ces événements peuvent rendre malade en raison de la rage accumulée en soi. En résumé, un stress, qu'il soit positif ou négatif, génère une colère inconsciente, même si elle n'est pas ressentie consciemment. Après, on nous parle des 6 grandes aspirations de l'homme. Pour satisfaire nos besoins psychologiques de base, nous nous mettons la pression, ce qui met en rage le soi, ou sinon nous rend frustrés et en colère, parce qu'une partie de nos besoins n'a pas été comblée de manière appropriée. Et voici ces 6 besoins: être parfait, être apprécié, que l'on prenne soin de nous, être apaisé, être physiquement invincible, être immortel. Effectivement, notre inconscient pourrait enrager face à l'issue fatale de la vie. Et cette dernière catégorie est parfois l'une des plus subtiles. Un point intéressant, le ratio entre rage et calme. Une sorte de ratio rage-calme pourrait jouer un rôle déterminant le moment où les symptômes physiques surviennent. Éviter que notre rage atteigne un niveau critique, qu'elle menace à présent d'affleurer à notre conscience. Donc des éléments plaisants dans la vie d'une personne pourraient modifier la menace présentée par la rage et rendraient les symptômes inutiles. Et le facteur peur est aussi abordé en disant que la peur est un autre équivalent important de la douleur, parfois plus efficace que cette dernière pour atteindre l'objectif de l'esprit qui est de détourner l'attention d'une rage réprimée. Et aussi, les troubles obsessionnels compulsifs peuvent être un équivalent de la douleur. Chapitre 2, les interactions entre le corps et l'esprit. On va maintenant voir les troubles psychosomatiques par eux-mêmes.
Et il insiste pour dire que psychosomatique ne décrit pas un trouble imaginaire. Son expérience est assez grande puisque depuis 1973, il a vu environ 10 000 patients souffrant de ce syndrome. Et la plupart n'ont plus mal et mènent une vie pleinement active. Et il insiste bien en disant que les symptômes psychosomatiques existent dans un but bien précis. Si vous contrecarrez cette finalité en supprimant un symptôme sans traiter sa cause, le cerveau trouvera un symptôme ou un trouble à lui substituer. Une maladie psychosomatique est un type de manifestation psychogène. Pour les troubles locaux psychogènes, on a ce genre de schéma dans le livre qui nous explique qu'à travers cette boîte noire, dont on n'a pas tout compris encore, c'est loin d'être fini, des états émotionnels inconscients vont pouvoir transformer les choses en différentes problématiques, soit côté mouvement, avec des problèmes musculaires, soit côté perception sensorielle, avec par exemple des engourdissements ou des picotements, soit à travers nos 5 sens, que ce soit des problèmes de vision, d'audition, d'odorat, etc. Puis on détaille l'intensification psychogène des symptômes en disant que la peur ou l'anxiété peuvent aggraver n'importe quel symptôme. C'est l'un des processus psychogènes généralement acceptés par la médecine. Après, on parle de neurophysiologie des troubles psychosomatiques, et donc le fonctionnement pourrait être le suivant. À partir d'états émotionnels et ces boîtes noires, on aurait l'hypothalamus au centre de tout ça, qui pourrait activer différentes problématiques, soit côté système immunitaire, soit côté système nerveux autonome. Et côté physiopathologie du syndrome de tension musculaire, on se rappelle à travers ce schéma le fonctionnement global, en commençant par une émotion inconsciente refoulée, qui va entraîner une activité autonome anormale, pour arriver à une diminution de la circulation sanguine locale, provoquant un léger manque d'oxygène, et à partir de là, les cellules concernées par le secteur fonctionneront moins bien et donneront des signes de douleur. Bien sûr, il reste encore probablement et certainement beaucoup à découvrir. Et là, il cite Benjamin Franklin. Il n'est pas d'une grande importance de connaître la manière selon laquelle la nature met à exécution ses lois. Il suffit de connaître les lois elles-mêmes. Et on arrive à la deuxième partie, les manifestations physiques des troubles psychiques. Et il nous dit que concernant les muscles, le cerveau n'a choisi que ceux du cou, des épaules et du dos, c'est-à-dire les muscles posturaux. On notera qu'il y a une grande variabilité de localisation et que c'est caractéristique d'un STM. Puis il va nous détailler comment les nerfs peuvent être impliqués. Et là on arrive à parler de sciatique, cette fameuse sciatique qui concerne beaucoup de monde. Mais en général, on dit souvent aux personnes qui en souffrent que s'ils ont mal, c'est parce qu'ils ont une hernie discale qui appuie sur le nerf sciatique. Et l'auteur nous dit que c'est anatomiquement impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le disque sorti par hernie comprime l'un des 5 nerfs rachidiens qui envoient une branche vers le nerf sciatique. La compression d'un nerf est certes douloureuse, cependant si elle dure dans le temps, elle aboutira plus ou moins rapidement à une perte totale de la perception de la douleur, le nerf ne parvenant plus à faire son travail. Et on remarque que les personnes qui souffrent de sciatique ont mal en différents endroits de la jambe, selon des schémas souvent très différents, la douleur passant même parfois d'un côté à l'autre du corps. Et il a constaté maintes fois que des personnes souffrant soi-disant de sciatique ne présentaient aucune anomalie structurelle. Il nous parle du conditionnement pavlovien, en remarquant que certaines douleurs se manifestent à un moment précis de la journée ou de la nuit, ou devant certaines situations de la vie de tous les jours, ce qui l'a amené à comprendre certains schémas de programmation courants. Il nous cite au passage un neurochirurgien qui dit que les hernies discales lombaires seraient responsables d'une douleur au bas du dos et à la jambe dans moins de 3% des cas. Quelques mots sur la fibromyalgie, souvent très mal comprise. Pour lui, c'est une manifestation classique de STM. Quelques mots sur les problèmes d'estomac et d'œsophage, où il nous parle des reflux gastro-œsophagiens, en nous disant qu'il est convaincu que tous les symptômes touchant l'œsophage et l'estomac peuvent être des équivalents d'un STM, et par conséquent d'origine psychologique. Quant au mal de tête par tension nerveuse, il nous dit qu'il n'y a pas de preuve biologique que les céphalées de tension et les migraines soient psychosomatiques, mais que l'expérience clinique du traitement psychosomatique de ces douleurs est impressionnante. Il cite Franz Alexander en 1950 qui disait « L'observation la plus frappante, c'est l'arrêt brutal d'une attaque dans la minute où le patient prend conscience de sa colère refoulée et qu'il la verbalise. » Donc bien sûr, pour lui, les problèmes de peau, eczéma, urticaire, psoriasis notamment, sont la plupart du temps induits par les émotions.
Idem pour une certaine catégorie de troubles immunitaires, que ce soit des allergies, des infections, et une partie assez détaillée aussi sur le syndrome de fatigue chronique. Des expériences ont montré que les approches thérapeutiques les plus prometteuses étaient une augmentation progressive de l'activité physique et une thérapie comportementale et cognitive. Il est même évoqué le rôle possible des émotions dans des troubles plus graves, comme par exemple les maladies auto-immunes. Une étude a aussi montré une diminution des anticorps d'une certaine catégorie chez des personnes à qui on avait donné la possibilité d'exprimer leurs émotions refoulées. Et il recite Franz Alexander, et pour lui, comme pour ses collègues, il ne faisait aucun doute qu'il y a une base psychologique à la polyarthrite rhumatoïde. Il nous parle aussi de l'hypertension, et même s'il ne s'agit pas d'un équivalent de STM, certaines hypertensions sont de toute évidence psychogènes. Concernant le cancer, de nombreuses études et observations ont suggéré le rôle possible des émotions dans l'étiologie et l'évolution d'un cancer. Et à toute personne intéressée par ce sujet, il conseille la lecture de nombreux travaux. Hélas en anglais, plusieurs auteurs affirment que des événements traumatisants de la vie sont souvent des précurseurs d'un cancer. Et souvent, la rage induite est un des facteurs psychologiques qui ont été corrélés avec des cancers. Et donc bien sûr, il faut aller aux origines de la rage sans se focaliser sur la rage elle-même. Enfin, il conclut cette partie en disant que des études doivent encore être menées pour déterminer si son programme s'applique à des personnes atteintes d'une maladie auto-immune, cardiovasculaire ou cancéreuse. L'objectif de ce livre étant surtout d'attirer l'attention sur cette connexion entre corps et esprit. Alors, troisième partie, comment traiter les troubles psychosomatiques. Déjà, le pouvoir de la connaissance. Pour diagnostiquer un STM, ne sont importants ni la durée, ni le fait qu'un problème physique ou une blessure ait marqué le début des épisodes répétés de la douleur. Donc l'objectif va être de contrecarrer la stratégie du cerveau en incitant à rejeter le diagnostic d'anomalie structurelle et enfin accepter l'explication psychologique et toutes ses ramifications comme parfaitement normales. Et voici plusieurs stratégies qui vont nous y aider. Dès qu'on ressent la douleur, on va devoir penser consciemment à la rage refoulée et à ses raisons d'être. Une autre stratégie pourrait être de parler à son cerveau, même si cela peut sembler absurde, c'est très efficace. Plus l'esprit conscient s'adresse avec force à l'inconscient, et mieux c'est. On peut aussi écrire une lettre, en faisant la liste des pressions et des contraintes que l'on subit dans notre vie. Un conseil important, se consacrer une période de réflexion ou de méditation quotidienne. Et cette partie est particulièrement importante pour les personnes très actives. Et nous avons bien sûr l'activité physique. Quand une douleur disparaît, on ne devra plus redouter l'activité physique. Il est donc conseillé de reprendre une activité physique parfaitement normale dès le départ de la douleur. En notant bien que la voie vers une pleine reprise de l'activité physique, sans peur, peut être lente et semée d'embûches. Et n'oublions pas, on ne risque pas de se blesser car le STM est un problème bénin. Donc voilà, bien sûr, tout ça s'adresse aussi à de la prévention. Et en prévention, on peut bien sûr être amené à réfléchir d'ores et déjà à toutes ces colères, à toute cette rage qui peut s'être accumulée au fil du temps. Et son programme thérapeutique n'est pas un placebo. Les patients doivent conclure d'eux-mêmes que ce qu'ils entendent est logique et juste, que le trouble décrit comme un STM les concerne bien. Alors quel est son programme thérapeutique ? De son côté, il débute dans son cabinet par une consultation. Les gens assistent ensuite à 2 conférences. On notera que le contenu de ce livre figure dans ces conférences. Et il a constaté que la consultation et les conférences permettent de faire disparaître les symptômes chez 80 à 85% des patients, généralement en quelques semaines. Il nous cite aussi à différents endroits du livre que la simple lecture de ce livre a permis à des gens de se soigner complètement. Il y a aussi le facteur temps. L'inconscient étant à l'origine d'un STM, il faut qu'il s'imprègne de nouvelles idées et qu'il les accepte pour que la douleur cesse. Puis pour aller plus loin, nous avons une partie sur mes réponses à vos questions, avec une des questions qui est « Est-ce possible que la douleur revienne ?» Il nous dit que oui, mais c'est rare. D'après ses études sur le suivi des patients, le taux de guérison permanente est entre 90 et 95%. Quelques mots sur la médecine alternative. Il nous dit qu'elle constitue une aide potentielle, mais ne guérisse pas. Il décrit bien ici que l'on va devoir revenir à la cause des causes. Et il recite Cousin qui dit « Nous sommes plus forts que nous le pensons ». Voici les quelques mots de conclusion de l'auteur.
Avant tout, même si cela peut sembler difficile à croire, vu la sévérité des symptômes, un STM et ses nombreux équivalents sont sur le fond sans gravité. Nous sommes bien mieux armés que nous le croyons et pouvons exercer une influence sur ce qui se passe dans notre corps, mais nous devons apprendre comment. Lorsqu'on est confronté à l'un des troubles psychosomatiques décrits dans ce livre, la connaissance du mécanisme en jeu, et avant tout de son origine émotionnelle, est primordiale et aboutit presque toujours à une guérison. Nos plus grands ennemis sont la peur et la désinformation. L'esprit et le corps sont indissociables et en interaction permanente. Et c'est ce qui fait toute la beauté de notre organisme incroyable, d'une complexité infinie et d'une perpétuelle source d'émerveillement. Puis nous avons une bibliographie de plus de 90 références et un index pour renvoyer aux différentes parties en fonction de la problématique rencontrée. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Le titre de ce livre étant Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Moi j'aurais dit autrement, j'aurais dit votre système cognitif peut induire de nombreuses douleurs si vous ne prenez pas garde à la gestion de vos émotions. On se rappelle ce qu'il nous dit, le cerveau n'est pas cet organe bien-être, organisé et logique comme nous aimerions qu'il soit. Et on peut dire aussi, le cerveau n'est qu'un élément de notre système cognitif. On sait maintenant qu'il y a des neurones dans de multiples organes, et on sait aussi que les hormones jouent un rôle fondamental dans plein de fonctionnements, y compris dans la gestion de nos émotions. J'y ai trouvé beaucoup de corrélations avec d'autres approches ou d'autres livres, comme par exemple on nous dit par ailleurs de bien noter, de prendre conscience de nos émotions négatives. Donc oui, on a bien interdépendance de l'esprit et du corps, et c'est dans les deux sens d'ailleurs. Et n'oublions pas que dans les études on part d'hypothèses, et si on ne met pas comme hypothèse le lien entre le psychologique et le physique, on ne pourra jamais le démontrer. Et au-delà de tout ce qui est expliqué dans ce livre, on a ce constat imparable, l'être humain préfère la tristesse à l'incertitude. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais c'est un beau sujet de réflexion. Encore une approche qui mérite de s'y pencher, la douleur étant très souvent multifactorielle, cette approche accompagnée d'autres peut, dans la majorité des cas, faire un grand bien. Et en tout cas, ce qui me parle le plus, c'est qu'on est entièrement à la recherche de la cause des causes, un traitement symptomatique quel qu'il soit, risquant de ne pas solutionner définitivement le problème. Et pour cet aspect émotionnel, c'est ce qui fait aussi que depuis longtemps, dans mes consultations, je démarre par la partie émotionnelle, avant de réfléchir sur quelle alimentation, petit déjeuner ou pas, etc. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de cette vidéo. Voilà pour le résumé de ce livre.